Les Égyptiens écrivent aussi des signes sons, des phonogrammes, exprimant une ou plusieurs consonnes. Oh là là, ils ont des kanji. Les unilitaires expriment une compliqué. consonne. Le linge plié se disait sécheur. Ah bah, le linge, faut le sécher avant de Les le plier. billitaires. Ce qui est terrible avec cette vanne, et vous le savez, c'est que je vais en faire un reel. Je vais poster ça, je vais faire un reel, je vais faire un short, je vais faire un TikTok avec cette vanne. Je pourrais rien faire pour m'arrêter. Et OBS n'avait toujours pas enregistré sur quel micro il devait se connecter. Comment ça va? Toujours un plaisir, la technologie. On kiffe un peu la musique. Bon, ça va vous? Enfin, bref. Pour commencer ce soir, déjà quelques nouvelles de la semaine dernière, en fait. Laissez-moi compter. Je crois que j'ai 2 bonnes et 2 mauvaises nouvelles. Alors, je vais commencer par les mauvaises. La première, vous l'avez peut-être vu, c'est que on s'est fait mettre... Est-ce que je peux vous l'afficher là vite fait? Voilà. Un gigantesque Hagra par YouTube. Voilà, ça devait arriver un jour, c'est le premier, il y en aura d'autres, on respire, on s'habitue, voilà. On rentre un peu dans la cour des grands, il y en a qui célèbrent avec le premier, les 1000 premiers abonnés, le premier million de vues, le cadre. Nous, on célèbre avec un strike, voilà, chacun son destin. L'autre mauvaise nouvelle, pardon, c'est que j'ai la gorge prise. Donc ma voix va être encore un petit peu plus éclatée que d'habitude. Vous allez vous y faire, mais voilà, je préfère anticiper. Et maintenant on passe aux bonnes nouvelles, avec cette voix complètement cassée. Oui, donc un réel a pété à 1500 vues. En gros, après les lives, je fais ma petite VOD, je upload quelques reels, une dizaine généralement, un truc comme ça, un par jour. Et là, coup de peau. Alors déjà, coup de peau, je viens de me dévisser le cou en éternuant. Mais surtout, y en a un qui a éclaté. La dernière fois, c'était un truc sur Hatsune Miku. Je sais pas pourquoi ça avait pété à 2000 vues. Et là, ça a fait un solide petit bond à 1500 vues. Et pareil sur YouTube. Alors sur YouTube, écoutez-moi bien, je poste des shorts sur YouTube depuis le début des lives, plus ou moins. Jusqu'ici, les shorts, ils faisaient très précisément et exactement 0 vues. C'est-à-dire que c'était tellement éclaté, il y avait tellement pas de cible, rien, l'algo ne cherchait même pas à les recommander à quelqu'un. Et là, on sait pas pourquoi, il s'est réveillé hier matin et il s'est dit « Hey, je vais lui donner 250 vues à ce bouffon !» Et bam. Et je sais pas pourquoi, il y a des shorts qui sont le même contenu que les Reels Insta en fait, qui sont en train de marcher un peu là, donc je suis content, format court, au petit bonheur la chance, là il y a des trucs qui marchent un petit peu, je verrai si après je trouve un peu la recette, la méta de ce qui fonctionne quoi. Première bonne nouvelle. Alors c'est quoi la deuxième bonne nouvelle? J'ai trouvé une D1. Voilà, c'est en cours, Alors je sais, ça fait 8 fois que je dis que je suis en train de bosser dessus. Nanani, pas du tout. Je tiens un truc. C'est très inspiré d'un truc existant, mais en même temps, c'est un peu exactement la synthèse de ce que je voulais essayer de faire. Donc pour la V1 en tout cas, je vais un petit peu tricher quoi. En tout cas, ça c'était pour les annonces pour ce soir. Et sinon, on va continuer nos petites explorations. Alors, l'autre fois, on avait fait... attention, transition de la mort. L'autre fois... Ah oui, si! Attendez! Oh la vache, j'ai oublié une giga bonne nouvelle. Attendez, ça, vous allez pas en revenir. Eh oui! J'ai des mains! C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour l'avatar, pour les lives, j'utilise Animaze. Et Animaze, c'était en bêta jusqu'ici. Le tracking des mains a été ajouté à Animaze avant. Si on voulait faire un tracking des mains sur un avatar, il fallait des capteurs spéciaux, il fallait des gants, en gros. Comme pour la mocap au Cinoche. Ça marche pas ultra bien, mais ils sont en train de développer l'outil progressivement, c'est en bêta, quoi. Et là, je vais vous faire coup, par exemple. Vous y voyez quelque chose, finalement, quand je fais ça, là? Ouais? Vous voyez, il y a les mains qui bougent. Ah, voilà. Bon, je vous l'ai dit, on est en bêta, faut pas être pressé du tout. Mais éventuellement, à un moment, voilà, il peut se passer un truc. J'ai compris tout de suite qu'il était cinglé. Et c'est reparti, on dirait. Donc, la semaine dernière, l'art pariétal, voilà, dans les grottes, les peintures avec des morceaux de poil et puis je sais plus quel minéraux pour peindre et des pochoirs avec des feuilles, tout ça. Cette semaine, l'Égypte antique finalement, parce que je l'avais teasé la semaine dernière, mais je me dis qu'on va s'attaquer à ça. Alors, en préparant le sujet pour ce soir, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc avant l'art, l'Égypte, la préhistoire, enfin l'art égyptien. C'est sur cette chaîne que je m'en suis rendu compte parce que elle a fait maintenant du backpack en Indonésie, elle a fait sa life. L'art mésopotamien,
Je crois que c'est avant l'Égypte ancienne. Donc en fait, on aurait dû faire dans cet ordre-là. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais ouais, peut-être que la semaine prochaine, on rétropédale sur la Mésopotamie. On va commencer, comme la semaine dernière, on va commencer par vite fait explorer le Wikipédia. Alors pourquoi je fais comme ça souvent? Parce que, et ben rien qu'en scrollant la page art de l'Égypte antique, ça renvoyait vers d'autres pages qui étaient intéressantes que j'ai mis de côté. Il y a des pages par période sur l'art égyptien, ça va permettre voilà de rentrer un tout petit peu plus en détail. Et puis il y a des pages dédiées à certaines techniques. Et voilà, c'est ça qui est sympa. C'est pour ça que j'aime bien passer par Wikipédia, c'est qu'on peut un peu faire son marché, quoi. On peut butiner telle ou telle page, en mettre de côté. C'est facile de faire des recherches un peu en arborescence par là. Alors, vite fait. Donc, on va se taper essentiellement les intros des articles. On va pas aller trop loin dans les détails. Hein. Donc, est-ce que ça marche un peu si je mets en mode lecture? Ouais, c'est bien. L'art de l'Égypte antique apparaît dès les premiers signes de la culture de Nagada. Tiens, j'ai pas mis de côté ça, la culture Nagada. On pourra regarder vite ce que c'est. Vers 3800 avant l'ère commune. Avant l'ère commune, en gros, ils disent c'est avant Jésus-Christ. Hein. Certains traits caractéristiques à une époque peuvent s'atténuer ou disparaître à une autre. Mais un grand nombre de ces caractères se sont maintenus sur la très longue durée de l'histoire de l'Égypte antique, jusqu'à la fin de l'Empire Lagide en 30 avant l'ère commune, avec les derniers des 345 pharaons. Ça veut quand même dire que sur à peu près 3800, sur à peu près 4000 ans, un peu moins de 4000 ans, ils ont maintenu une continuité forte dans les arts, dans les formes artistiques. 3800 ans avec des canons à peu près communs. Alors on va voir, hein, il va y avoir des grosses disparités de style et de technique, mais quand même, le fait d'avoir une continuité sur des périodes aussi longues, ça me dépasse. Je dis les mêmes conneries que la semaine dernière, mais moi j'ai un kink du temps, je pense. Je suis un peu matrixé par les grandes durées comme ça. Alors, l'Empire romain a laissé en Égypte un ensemble artistique de la plus grande valeur avec trait du Fayoum, qui ne révèle plus de l'art de l'Égypte antique, mais de l'art de la Rome antique. Certaines représentations... Oh, c'est chiant. C'était moins chiant la semaine dernière quand on le faisait, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais moins mal au crâne aussi. Mais ah là là, c'est pas... Je sais pas, c'est pas intéressant à lire comme article. Bon, ça a peut-être pas vocation à l'être, mais putain. Non, vous savez quoi, tant pis. Je sais, hein, c'est sur l'Égypte ancienne que ça tombe, tant pis, mais on va skipper un peu les articles parce que c'était une idée de merde de lire des articles. Ou alors faut que je les lise hors live, que je fasse quand même un peu de préparation, un peu plus que ce que je fais. On va skip, on va passer directement aux petites vidéos, aux petites vidéales. Allez, ça part en prod. Salut, je te souhaite la bienvenue nouvelle vidéo qui va concerner tout ce qui est sur l'art égyptien. Vous n'entendez pas assez, n'est-ce pas? Je vais vulgariser mon semestre d'histoire de l'art. J'ai rien compris, potentiellement toi aussi si t'es ici. Viens, on en parle. Donc voilà, et si tu n'es pas forcément en histoire de l'art, bah c'est à la portée de tout le monde. J'ai rendu le truc le plus compréhensible possible. Donc voilà, bienvenue. Voilà, la chaîne qui voulait, parce qu'elle a un peu arrêté, mais qui voulait rendre l'histoire de l'art compréhensible par tout le monde, c'est assez cool. On attaque direct avec l'époque Tinnite. Cette époque, elle est marquée par l'union de tous les pays sous un seul et même roi, le pharaon. Ah, fallait accélérer. Pardon, je suis complètement du père là. Hop, 1,5. Les animaux comme le chat, le singe, le chien, les oiseaux ou encore la gazelle étaient domestiqués. Ah! Ils apparaissent donc régulièrement sur les scènes de vie. Ils étaient aussi très souvent divinisés. Il y avait des gazelles domestiquées, mais c'est la représentation du dieu Apis. Les hippies et les babouins, celle du dieu Thoth. À ma connaissance, chaque dieu a son alter animal. Parfois, ça peut même être un mix de différents animaux, ouais, comme c'est connu, Anubis, ça. qui est un savant mélange de loup, de chien, de renard et de chacal. L'art égyptien moi, j'ai entendu que c'était que un chacal, monsieur Anubis. La légende raconte que ce sont les larmes d'Isis, mère d'Horus, qui sont à l'origine de sa création. Ah, c'est les Leur poteaux de aspect pyramide, extérieur ça. était celui d'un palais ou d'une forteresse. Non, pas du Et à tout. l'intérieur, les salles C'est étaient plutôt des décorées de palais. scènes de la vie quotidienne terrestre. Donc toujours la vie quotidienne, du concret. Là, on passe à l'Ancien Empire. L'Ancien Empire se distingue par une institution royale, désormais stable, et qui gagne en puissance. Imaginé par Imhotep et construit à Saqqara, cet édifice en pierre de calcaire était à l'origine un mastaba, permettant alors de distinguer le tombeau royal. On pourrait parler de lui peut-être la semaine prochaine, on pourrait faire un petit focus sur Imhotep, parce qu'effectivement, il a l'air assez important comme bonhomme. Pour se rendre dans les étoiles. Elle devient une étape alors nécessaire à la réincarnation du souverain. C'est la citadelle protégeant le corps du roi. Okay. L'Égypte regroupe environ 80 C'est pyramides. sous lui que ça démarre ce Gizeh, délire. située sur la rive occidentale du Nil, regroupe les 3 plus grandes. The first one, la pyramide de Khéops, dite Grande Pyramide. La pyramide de Kellogg's.
Voilà. The Second One, la pyramide de Képhren. C'est la seule qui a gardé un petit bout de son revêtement sur sa pointe. Le pharaon, il a aussi fait la commande du sphinx de Gizeh, qui a été renommé plus tard Horus dans l'horizon. Et The Last One, la pyramide de Mykérinos. Les tout simplement parce qu'elle marque la Mykérinos. fin du gigantisme de la 4e dynastie. Pardon. Donc c'est en quelque sorte le déclin de l'empire. La représentation de la cosmogonie égyptienne atteint son apogée. Les D'accord. statuettes deviennent des statues de taille humaine. On Elles passe sont de la massives, représentation statiques, de trucs peintes du et quotidien retranscrivent un à certain du réalisme divin anatomique mythique. dans le rendu des visages. Beaucoup Les plus statues royales réaliste représentent anatomique. et représenteront dans toute l'Égypte antique le pharaon assis sur son trône ou debout. Mais en Ouais. tout cas à ma connaissance, jamais autrement, bien qu'il puisse être personnifié parfois et donc mis en scène d'autres manières. On voit alors apparaître un nouveau type de sculpture funéraire. Elles s'arrêtent à la base du cou, elles sont détaillées et respectent les proportions naturelles de l'humain. Les positions varient et les bras se détachent du corps. Concernant les reliefs, 4 techniques se mettent en place. Les reliefs saillants, généralement peints, sont situés à l'intérieur des Donc en massas. fait, c'est marrant, mais c'est un peu une évolution classique de l'art dans une société, quoi. On représente la vie concrète, ensuite on va vers de l'abstrait, au fur et à mesure on affine la technique pour être plus en plus réaliste, et puis quand on a fait le tour du réalisme, on va plutôt vers des formes d'expressionnisme un peu sophistiquées. La noblesse, meurtrie par les derniers siècles, demande l'accès à l'immortalité. Le territoire Attends, quoi s'étend, La période intermédiaire, c'est 2200 à 2033. Putain, la période intermédiaire, elle a duré 170 ans. D'accord. L'invasion des Bédouins est donc laissée de côté. D'accord. Putain, sacré interlude, hein. Le Un début siècle. du Moyen Empire est marqué par le rétablissement de la monarchie. À Der el-Bahari, sur la rive gauche de Thèbes, Mentuhotep le Grand fait bâtir sa demeure funéraire qui n'a plus rien à voir avec une pyramide. Il ne le sait pas encore, mais là il vient de lancer une bête de trend. Et ça, on y Oh, revient tout à l'heure, t'inquiète, juste après. c'est marrant parce qu'on ne connaît pas du tout ça. À cette époque, la sculpture évolue peu, mais on peut tout de même relever la découverte de la mise à carreau, qui permet aux Égyptiens de mettre en place les proportions. Ah, c'est intéressant ça. Alors, 2 secondes. C'est où? Mais c'est intéressant, ils se mettent à utiliser des carreaux pour faire les proportions et pour avoir un canon commun, j'imagine. Ce sont aussi les débuts du bronze. On n'en a pas beaucoup retrouvé, mais ceux qui ont été conservés témoignent de la grande maîtrise du travail du métal. Les armes en bronze, mais aussi les motifs décoratifs, comme la spirale ou la palmette. Ah, Der el-Bahari. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, et ça y est, c'est le moment de développer le sujet. bon, ça, on n'aura Cet pas de problème. espace je est un crois. complexe funéraire composé de temples et de tombes. Il se trouve en face de Luxor. Après lui, la totalité des rois de la 18e, 19e et 20e dynastie s'y font enterrer. Tous sauf un qui résiste à l'envahisseur. C'est Akhenaton, mais on va y revenir un tout petit peu après. Le Oui, lieu a bien lui, sûr il est une parti validité, sur notre carrière. été trouvé puis pillé. Et au final, sur les 62 hypogées de la vallée des rois, seule une n'a pas été volée. C'est celle de Toutankhamon. En fait, on suppose que le décès prématuré du roi aurait démotivé tout simplement les voleurs à passer par sa tombe en supposant que elle n'était pas forcément très garnie. Et en fait, c'est hyper difficile d'imaginer une telle chose quand on sait la richesse de son intérieur, vraiment. Dans son antichambre, on a trouvé une profusion. Donc la seule raison pour laquelle Toutankhamon est stylé, c'est parce que sa tombe n'a pas été pillée. Eh ben. Et 130 cannes. Est-ce que c'est bon? 130 cannes, pourquoi faire? On en a déduit du coup qu'il avait un problème à la guibole. La conclusion est facile à faire. Dans son tombeau. Oui, mais il n'avait pas un problème à 130 guiboles. On a aussi pu retrouver le masque d'or très connu qui couvrait son visage momifié. Toutankhamon avait 9 ans quand il a été placé sur le trône. Son père, Akhenaton, dont on a parlé tout à l'heure, comptait sur lui pour assurer la relève du Du monothéisme. gros taré, Akhenaton, un enfant de 9 ans. Celui-ci avait imposé à N'importe son peuple quoi, le lui. culte du disque solaire Aton et avait entraîné avec lui une grande révolution artistique que l'on nomme aujourd'hui l'art amarien. Cependant, l'enfant Ah influencé oui, par il y avait. son Alors, préconnu, j'avais flemme de Wikipédia, mais l'art amarien, c'est qui important couvrait son apparemment. visage momifié. Pour la petite anecdote, Toutankhamon a été momifié sans cœur. Il erre donc dans l'éternité sans pouvoir penser ni ressentir. La vallée des rois Bah, c'est a pas inspiré cool. la création de la vallée des reines, une nécropole où les épouses et quelquefois les enfants royaux des 19e et 20e dynasties étaient enterrés. Et D'accord, donc en architectural fait, se précise. Les loisirs. les pyramides, ça n'a pas duré si longtemps que ça, et ils ont fini par passer à des systèmes de nécropole. Pour cette fois-ci, je vois pas trop l'utilité d'aller plus loin. En revanche, sur cette chaîne, on va décortiquer l'histoire de l'art de sa racine jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, Ouais. Actuellement, tu as décortiqué l'histoire de l'art de sa racine à Leonardo. Mais c'est pas mal, hein. C'est sacré boulot de faire ce genre de vidéo. Alors, je sais pas pourquoi en format vertical, mais bon, écoute. Et après, ça part en vlog voyage, finalement. J'adore le... C'est d'un seul coup, le train, il a déraillé et il est parti dans les étoiles avec, vous savez, la musique. Voilà, on n'a plus jamais revu le train. Le train, il est parti faire des séjours en Thaïlande. Mais en tout cas, chapeau l'artiste, bonne petite vidéo de
Présentation, donc bon, on ne saura clairement pas tout de l'art égyptien ce soir, hein, je vais vous décevoir, mais on en sait déjà un petit peu plus sur l'évolution des mouvements et le pourquoi du comment, donc le passage progressif vers des représentations de la divinité, beaucoup de plantes, de végétation qui est très symbolique et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas mal de recherches de réalisme, notamment en sculpture, même si c'est pas exactement notre sujet. Alors, ça, on va voir si c'est intéressant ou si c'est juste un peu complotiste bizarre, mais je pense que c'est pas complotiste bizarre parce que elle, normalement, c'est une égyptologue. Des clés pour décrire ce que l'on voit à la manière des photos ou des captures d'écran, l'art égyptien ne peut que nous paraître bizarre. Pas de perspective, quasiment jamais de personnages de face, et des combinaisons étranges de profils, de face ou en contre-plongée. Pour les Égyptiens, la priorité était de représenter les choses, les gens, les animaux et le paysage de la façon la plus complète possible, de manière à donner un maximum d'informations sur une seule et même image, quitte à déformer la réalité de ce que l'on voit. D'accord. Donc, premier truc, condensation, le maximum d'informations. Les Égyptiens représentaient très rarement les personnages de face, car on a plus de détails sur la forme du front, du nez et du menton, en montrant le profil plutôt que le visage de face. Par contre, pour cette même raison, on figurait les deux faces. Cette logique se décline sur tout le corps. En réalité, ils partent de base d'une représentation de face, qui est le truc un peu intuitif, et ensuite ils mettent la tête de profil parce que c'est la meilleure façon de montrer un maximum de détails, donc de différencier un visage d'un autre. Ici, il ne s'agit pas de l'instantané, mais de la figuration de 3 moments importants qui entourent la naissance de l'enfant. L'attitude de la servante agenouillée devant sa maîtresse est caractéristique des sages-femmes prêtes à recevoir le nouveau-né dans leurs mains. On se trouve ici, juste avant l'accouchement de la femme. Le deuxième temps montre que l'accouchement s'est bien passé. La maîtresse de maison tient dans ses bras un enfant robuste. Le troisième temps est évoqué par la servante qui s'occupe de sa maîtresse après son accouchement. Elle est en lien direct avec l'objet sur lequel elle a été peinte, une brique de naissance en bout séché. Car il faut savoir que dans l'Antiquité, les femmes accouchaient accroupies sur 2 ou 4 briques de naissance. C'était pour illustrer les briques sur... Putain, c'est comme si maintenant, sur un lit d'hôpital où une femme va accoucher, on mettait des dessins de « elle va accoucher ». Elle a accouché, ça s'est bien passé, youpi. Ok, donc effectivement, on condense des symboles et surtout des temps, des moments différents d'une même action dans une image. Mais de manière quand même un petit peu... comme elle le dit en fait, au premier regard, tu as l'impression que ça pourrait être une seule scène avec 3 personnages qui se passent en un seul temps et en un seul lieu, mais en fait, il faut décomposer, chaque personnage représente une durée, donc ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus explicite pour dire temps 1, temps 2, temps 3, ils auraient pu justement séparer les personnages clairement dans l'espace, et là le choix est fait de faire comme s'ils faisaient partie de la même scène. Je sais pas où je vais avec ce que je suis en train de raconter, mais bref. Une fois encore, si on n'a pas les bons codes, on ne pourra que comprendre difficilement la scène. Les Égyptiens non, pas une tub, on va avoir des problèmes. Puisqu'on en a quelques exceptions. La solution nous est apportée par la survivance de ce jeu de l'Antiquité à nos jours, en Égypte mais aussi en Transjordanie, ainsi qu'on peut le voir sur cette image prise au début du XXe siècle. Là, on est censé... D'accord. Les 2 enfants se font face, et on les a représentés comme ça parce que c'était plus pratique, plus lisible, et on a mis l'enfant de droite en plus grand parce que c'est lui qui est le plus important dans la scène, parce que c'est lui qui va faire le jeu de sauter, c'est ça ? J'ai pas compris leur super générique. Donc, les principes, on reprend. Déjà, merci beaucoup pour la vidéo, elle est chouette. Donc là, premier principe, on met pas l'élément au niveau où il devrait être parce que sinon, il serait pas visible. Ici, on associe des éléments qui font pas partie de la même temporalité. Toujours sur la même. Et ici, on hiérarchise par ordre d'importance. Ok, d'accord. Bon, ça donne un peu une meilleure idée de comment sont construits les dessins égyptiens qu'on voit tout le temps, en tout cas. Question à la con, pourquoi les Égyptiens sont toujours de profil? Alors, on a eu la réponse un petit peu avant, on va voir si lui, on regarderait pas en entier. On va voir si l'histoire nous le dira, apporte plus de précision à tout ça. La seule pose perpétuée dans notre imaginaire collectif évoque cette période de l'histoire, la pose de profil. Oui, donc s'il parle d'imaginaire, c'est qu'a priori, c'est un peu... Non, ça suffit! En effet, cette dernière semble avoir été la pose standard des représentations en 2 dimensions. Il semble donc qu'elle se soit insérée dans notre mémoire collective de manière presque automatique. C'est le cas notamment de la célèbre bande dessinée publiée par René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix le Gaulois. Les Gaulois découvrent le pays. Attends, ça va être la faute d'Astérix si on pense qu'ils sont de profil. Supposer que la chanson du groupe Bengals a achevé d'immortaliser ce cliché avec son titre Walk Like an Egyptian, sorti en 1986. Ah oui, c'est vrai, ne le passe pas. Pourquoi les Égyptiens ne passe pas le morceau, on va avoir des emmerdes. Comme ça, là. Donc en fait, si on l'écoute, l'idée que l'art égyptien c'est tout le temps de profil, elle est très récente. Parce que Astérix, Walk Like an Egyptian, tout ça, ça a 50 ans, quoi. En fait, il faut savoir que devant les représentations, nous sommes conditionnés à lire l'histoire dans un sens et une direction définie. On a hérité ce conditionnement de la Grèce classique. Civilisation à l'origine de la vision de la perspective, à l'origine de l'unité spatiale et temporelle.
C'est une idée grecque de dire que dans une image, tout se passe à un seul endroit au même moment. C'est pas intuitif. C'est marrant, ça. C'est pas intuitif. C'est culturel, en fait. C'est cette idée que dans une image, il devrait y avoir une unité de lieu et de temps. C'est à l'égyptologue allemande Emma Brunner-Traut que l'on doit l'invention de cette notion en 1963. Et va créer un mot miroir à la notion de perspective, à travers le néologisme aspective, qui donnera l'aspective pour lire l'image. Attendez, je note ça, on pourra aller voir après. Pardon. Alors, est-ce que l'aspective a quelque chose à voir avec DJSP? L'égyptologue allemand Johann Heinrich Schäfer avait d'ores et déjà compris que l'image égyptienne reposait davantage sur l'expression d'un schéma mental plutôt que sur la représentation d'une perception directe. Ok, ça confirme un peu ce qu'elle disait tout à l'heure. On se base plutôt sur des représentations mentales. Qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce qui est important pour moi de faire passer avant la cohérence de l'image? Les scènes qui étaient représentées sur les parois des temples ou des tombes avaient pour fonction non pas de représenter un moment réel, mais d'exprimer à travers l'image l'idée de perpétuation du geste sans fin. En réalité, il croyait en la performativité de l'image. Donc, ça, alors, source YouTube, mais finalement, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, même quand ils représentent des scènes de la vie quotidienne de petits Égyptiens, et ben en fait, il y a déjà une forme de symbolique et de pouvoir performatif de l'image. Il y a déjà le fait même de représenter les images dit quelque chose sur le monde. C'est pas innocent. C'est marrant, ça, représenter les trucs tels qu'ils sont plutôt que tels qu'on les voit, parce que une fois que t'as dit ça, une fois que tu l'analyses comme ça, en fait, tu renverses la perspective, et c'est nos formes d'art à nous très pensées, enfin nos arts classiques, et même la photo, donc très pensée autour du réalisme, qui font presque primaire, un peu instinctif, quoi. C'est il faut que ce que je montre, ça ressemble à qu'est-ce que j'ai vu dans mes yeux, alors que tu pourrais voir l'art égyptien dans sa recherche de représentation réelle et entière d'une figure, quelque chose de plus poussé, de plus intellectualisé, presque comme démarche. C'est marrant de le prendre comme ça. Les représentations qu'ils produisent reposaient sur des règles précises et particulièrement strictes qu'on appelle le canon égyptien. Chaque représentation correspondait à un nombre précis de carreaux. Ainsi, le corps est représenté depuis plusieurs points de vue et de façon simultanée et frontale. Le corps est représenté dans plusieurs points de vue de manière simultanée et frontale. Donc, est-ce qu'on fait des profils parce que le visage, c'est plus simple de représenter ces détails de profil, ou est-ce que c'est parce qu'on veut montrer l'intégralité de la personne et qu'à l'époque, on ne dispose pas d'écran pour faire des turntables en 3D et du coup, on montre à la fois la face et le profil? Il était dessiné à l'intérieur d'un quadrillage de 18 carreaux de haut, 2 carreaux pour la tête, 4 du cou au bas du ventre, 6 du ventre au genou et 6 des genoux aux pieds. Donc les carreaux donnaient le canon du corps humain. D'accord, nous on a des canons à 8 ou 12 têtes selon les personnages qu'on dessine, mais on compte en nombre de têtes souvent. Là, ils comptent en carreaux. Cette apparence identique, pourquoi avoir choisi la vue de profil pour le visage et pas la vue de face? Dans l'image égyptienne, lorsque le corps ou l'objet est en mouvement, on le représente de profil. Et on cherche à en montrer les différents points de vue. La représentation de face, quant à elle, cherche à exprimer un contact direct avec le monde extérieur. Le but est de figer un mouvement. On essaie de montrer le maximum de points de vue du corps pour faire comprendre le mouvement. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et ouais, donc en fait, on va mettre là, oui, voilà. Donc là, par exemple, quand on a un personnage qui marche, on a les pieds et la tête dans la même direction, comme ça on voit tout le temps le mouvement. Peut-être qu'effectivement on montre le visage plutôt de profil déjà pour signifier le mouvement et peut-être parce que ça permet de plus facilement représenter du détail, ça je sais pas. Mais en même temps, on nous montre le buste de face pour voir la gestuelle des bras qui sont en train d'aller quelque part. Ok, très cool en tout cas, c'est une chaîne qui continue à faire des trucs. Putain, la bande-annonce qui a 3 ans. Ah, il est toujours là. Secret d'allaitement, quand la science et les mythes se rencontrent, conquête par les Aztèques. Ok, il continue à faire des trucs. Il est cool, je l'aime bien. On a presque fini, dernière vidéo pour ce soir, on va se regarder une petite leçon de hiéroglyphes égyptiens, ça vous dit? On va essayer de comprendre quelque chose aux hiéroglyphes. L'écriture y est apparue il y a 5300 ans avec pour but d'informer sur un élément non visible. Le contenu d'une jarre, d'une tombe, ou de tout type de contenant. L'écriture pour informer. Dans la nécropole thébaine, rendons visite au prêtre Padiamenopé. Donc la nécropole thébaine qui est le truc incroyablement stylé, qui était une révolution, et après ça on n'a plus fait des pyramides pour enterrer les rois, on s'est mis à faire des nécropoles. Ah, voilà, c'est mieux. Bon. On est en train de regarder un truc pour les débiles, mais en même temps j'ai de la fièvre. Je ne comprends pas l'égyptien et je ne lis pas les hiéroglyphes. Ensemble, nous allons percer les secrets de l'écriture. Eh ben c'est chiant, Max. À mon époque, l'écriture hiéroglyphique était réservée aux scribes, aux artistes, aux prêtres, aux princes et aux princesses, aux rois et aux reines. Bah ça réserve à beaucoup de monde quand même. Scribes. Et c'est une bonne situation ça, scribe? Oh ta gueule. Car les hiéroglyphes sont des images qui expriment les paroles du dieu et sont ainsi eux-mêmes des dieux. Hein? Tu exprimes la parole des dieux donc t'es un dieu. Bah disons, c'est facile. Plus le contenu est sacré, et plus les signes sont figuratifs.
On les appelle les hiéroglyphes. Si le texte est moins sacré, l'écriture devient cursive. Ouais. On l'appelle le hiératique. Donc on a un spectre entre une écriture très figurative et une autre plus abstraite selon que le registre est du divin ou du quotidien. Ok. Donc les trucs qu'on voit très souvent dans les tombes et tout, les Égyptiens pensaient que la Terre était plate. Registre sacré. La Terre est plate, ok. représente une tête. La tête. Ne coupez pas ça en contexte, pitié. Les Égyptiens écrivent aussi des signes-sons, des phonogrammes, exprimant une ou plusieurs consonnes. Oh là là, ils ont des kanji. Les unilitaires expriment une consonne. Le linge plié se disait sécher. Ah bah, le linge, faut le sécher avant de le plier. Les billitaires expriment 2 consonnes. Ce signe correspond aux 2 consonnes. Ce qui est terrible avec cette vanne, et vous le savez, c'est que je vais en faire un reel. Je vais poster ça, je vais faire un reel, je vais faire un short, je vais faire un TikTok avec cette vanne. Je pourrais rien faire pour m'arrêter. Il écrit les 3 consonnes. Les compléments phonétiques. Donc ça, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui porte ce truc-là en collier, vous pourrez lui dire, ça c'est ana. Voilà. Simplifie souvent sa lecture. Puisque vivre s'écrit avec les mêmes consonnes, on utilise le signe comme phonogramme pour écrire les 3 consonnes. Ah, ça veut dire la vie. Voilà, avec un peu d'entraînement, tu devrais maintenant lire les hiéroglyphes aussi bien que moi. Avec un peu beaucoup d'entraînement, parce que putain, dans la même phrase, parce que j'ai l'impression que c'est des phrases, il te combine à la fois du symbole littéral et des phonèmes qui, mis ensemble, font un sens, et c'est le sens trouvé dans les phonèmes plus celui dans les illustrations hiéroglyphes qui te donne la phrase. Et ben, mon cochon, qu'est-ce qu'il a encore? Oh vivant, oh ceux qui sont au monde. Oui, ok, on connaît. Merci Fast and Curious, c'est quoi cette chaîne? On va aller voir vite. C'est le Kurzgesagt de l'histoire pour les enfants. C'est comme ça que j'ai envie de définir cette chaîne. Ah oui, j'avais gardé de côté les résultats de recherche, parce que j'ai cherché peinture égyptienne sur YouTube, et les résultats qui sortaient étaient un peu aléatoires, genre... J'ai bien sûr trouvé un peu les vidéos qu'on a vues, mais, d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, révélation, Ateshue, j'en sais rien, au service de la Chine, un traître au service de la Chine, je sais pas, est-ce que c'est une chaîne complotiste, j'en sais rien, parce qu'on parle d'Égypte pyramide, alors il me propose des gens qui nous trahissent pour la Chine, ok, si tu veux, une vidéo Temu, je sais pas pourquoi, un unboxing de produits Temu, oui, et ça aussi, voire plus, je sais pas pourquoi, là c'est devenu n'importe quoi, voire plus, la belle Brigitte Macron qui s'assied comme un homme. Et la description de la vidéo, c'est Brigitte Macron. Voilà, Karim, je suis pas obèse, et Brigitte Macron, on sait pas ce qu'il a, mais écoutez, grand bien lui fasse. Pour finir, article Wikipédia que j'ai ouvert, on va quand même essayer d'en lire un petit, sur l'aspectivité, donc qui est à mettre en opposition, ou en tout cas en comparaison avec la perspectivité. Alors là, l'aspectivité est un concept d'abord appliqué à l'art de l'Égypte antique, selon lequel l'artiste représente la définition de l'objet représenté et non son aspect visible. On essaie de représenter une définition, j'adore. Parce que vu comme ça remet beaucoup de choses en question en fait de regarder des formes d'art plus anciennes comme ça. En découle la représentation de certaines parties du sujet en vue frontale et de profil, particulièrement utilisée dans l'art égyptien. L'aspective s'oppose à une représentation perspective, c'est-à-dire conforme à ce qu'on voit depuis un seul point de vue. L'étymologie... L'étymologie de aspective, ça vient du mot aspect, signifiant le regard, la vue, on s'en fout. La théorie de la représentation en peinture oppose aspect et prospect. Le peintre Nicolas Poussin, on parlera de lui un jour, avance que la peinture est un moyen de communiquer des idées. Il ne faut pas se contenter de montrer l'aspect du sujet, mais organiser le tableau en vue de prospect, c'est-à-dire de la réflexion sur son sujet abstrait. Cette conception l'oppose au Caravage, qui se donne pour objectif de représenter au plus près la perception visuelle, dédaignant de guider le spectateur vers une idée abstraite. Eh ben, il avait tout bon, le Caravage. Mais ce n'est sans doute pas le fond de l'histoire. Ce sont bizarres ces formulations. Le Poussin, en écrivant « Le simple aspect est une opération naturelle et que ce que je nomme le prospect est un office de révélation » lie le prospect à la vision du dessinateur en perspective, tandis que l'aspect relève d'une vision naïve. Ah, pour lui, l'aspect c'est naïf. Ok. L'égyptologue Brunner Traut, dont on a parlé tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, c'est elle qui définit l'aspectivité au XXe siècle, l'adhésion de la représentation au concept de l'objet, s'opposant à la représentation perspective. Ok, principe de l'aspectivité, selon le dossier pédagogique de l'exposition des animaux et des pharaons du Louvre-Lens. C'est chiant. Bah écoutez, c'était une pure dingue. Allez, à bientôt.